Bonjour la famille, bienvenue sur l'histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication, afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Mérite était le genre de femme qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Avec ses yeux vifs, son sourire chaleureux et son rire contagieux, elle semblait tout avoir pour elle. À 26 ans, elle travaillait comme spécialiste en communication dans une entreprise réputée et rêvait de se construire une vie pleine de sens. C'est lors d'un événement de réseautage d'entreprise qu'elle rencontra Smith, un homme grand, confiant, avec une aura qui commandait l'attention. Le charme de Smith était magnétique, ses compliments fusaient sans effort, et sa capacité à tenir la conversation le faisait sortir du lot. Dès l'instant où leurs regards se croisèrent, Mérite sentit quelque chose s'agiter dans son cœur. Il semblait être le parfait gentleman, lui offrant un verre et la faisant rire avec des anecdotes pleines d'esprit. À la fin de la soirée, il lui demanda son numéro, et elle le lui donna, intriguée par son assurance tranquille. Leur premier rendez-vous fut tout simplement magique. Smith s'était donné du mal pour planifier une soirée dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, avec une table aux chandelles surplombant l'horizon urbain. Mérite fut complètement séduite par son attention aux détails et la façon dont il écoutait attentivement ses histoires sur sa carrière et sa famille. Smith parla de ses ambitions, de ses rêves de devenir un entrepreneur à succès, et de sa croyance en la valeur du travail acharné. Il semblait être tout ce que Mérite avait toujours voulu chez un homme, ambitieux, attentif et plein de promesses. À la fin de la soirée, alors qu'il la raccompagnait à sa voiture et déposait un doux baiser sur sa main, Mérite ressentit une connexion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Alors que les semaines se transformaient en mois, Smith continua de courtiser Mérite avec une intensité qui lui coupait le souffle. Il lui envoyait des fleurs au travail, la surprenait avec des cadeaux attentionnés, et lui donnait toujours l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, partageant des rêves d'un avenir où ils construiraient une vie et une famille. Mérite pensait qu'elle avait enfin trouvé son âme sœur. Ses amis la taquinaient sur la chance qu'elle avait d'avoir trouvé un homme comme Smith, et elle ne pouvait qu'être d'accord. Ce que Mérite ne remarquait pas, cependant, c'étaient les ombres subtiles sous l'extérieur parfait de Smith, des ombres qui finiraient par assombrir son monde lumineux. La relation de Mérite et Smith se développa rapidement, apparemment construite sur des fondations de passion et de compréhension. Smith avait une façon de lui donner le sentiment d'exister, lui disant constamment à quel point elle était extraordinaire. Il la couvrait de compliments, que ce soit sur la façon dont son rire illuminait sa journée ou sur son intelligence et sa détermination. Mérite était captivé par son attention et sa générosité. Il semblait avoir une énergie inépuisable à investir dans leur relation, planifiant toujours des rendez-vous, se souvenant des moindres détails de sa vie et apparaissant quand elle s'y attendait le moins. Pour Mérite, c'était comme si elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'appréciait profondément. Ses amis étaient impressionnés par le dévouement de Smith et l'encourageaient à s'accrocher à l'amour qu'elle avait trouvé. Mérite décida qu'il était temps pour Smith de rencontrer ses parents, Esther et Anderson. Bien qu'Anderson fût un homme très occupé en raison de sa carrière militaire exigeante, il prit le temps de rencontrer l'homme dont sa fille était si éprise. Smith s'habilla impeccablement pour l'occasion, apportant un bouquet de fleurs à Esther et saluant Anderson avec une politesse ferme. Pendant le dîner, Smith charma Esther avec ses histoires sur ses entreprises commerciales et ses projets d'avenir. Cependant, Anderson resta réservé. Ses années dans l'armée lui avaient appris à évaluer les gens au-delà de leurs mots, et quelque chose chez Smith semblait trop parfait, trop répété. Bien qu'il n'ait exprimé aucune objection, Anderson nota mentalement de surveiller Smith de près. Mérite rejeta le manque d'enthousiasme de son père, le mettant sur le compte de son instinct surprotecteur, confiante que Smith le gagnerait avec le temps. Malgré les réserves silencieuses d'Anderson, Smith devint une figure régulière dans la vie de Mérite. Il s'intégra dans sa famille et son cercle d'amis avec une aisance consommée. Chaque acte de gentillesse de sa part renforçait la conviction de Mérite qu'elle avait trouvé un amour digne d'être préservé. Elle était loin de se douter que ce charme et ses efforts sans faille faisaient partie d'une façade soigneusement conçue pour la piéger. Elle s'enfonçait plus profondément dans une toile que Smith avait tissée avec une précision experte, inconsciente de l'obscurité cachée sous son extérieur captivant. 3 mois après le début de leur relation, Mérite commença à remarquer des changements dans le comportement de Smith. Au début, c'étaient de petites choses qui pouvaient facilement s'expliquer. Il commença à lui demander pourquoi elle passait tant de temps avec ses amis,
suggérant qu'ils étaient jaloux de leur relation et pourraient essayer de la saboter. « Pourquoi as-tu besoin de quand tu m'as, moi » disait-il, sur un ton à moitié blagueur, mais empreint d'un sérieux sous-jacent. Merritt ignora ces remarques, supposant qu'elles découlaient de son désir de passer plus de temps avec elle. Elle y voyait un signe d'amour, non de contrôle. Pourtant, avec le temps, ses commentaires devinrent plus fréquents et plus pointus, la faisant culpabiliser chaque fois qu'elle choisissait ses amis plutôt que lui. Leur première vraie dispute éclata lorsque Merritt sortit avec ses collègues après le travail sans en informer Smith au préalable. Quand elle rentra chez elle, elle le trouva qui l'attendait, le visage sombre de colère. Il l'accusa de lui manquer de respect et remit en question sa loyauté, ces mots la blessant plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Merritt fut décontenancé par sa réaction mais s'excusa, pensant qu'elle aurait dû être plus prévenante. Smith lui pardonna après un certain temps, mais l'incident la laissa mal à l'aise. Elle se dit que ce n'était qu'un malentendu, un simple accroc dans une relation autrement parfaite. Au cours des semaines qui suivirent, la jalousie de Smith s'intensifia. Il commença à exiger de savoir où elle se trouvait à tout moment, l'appelant plusieurs fois par jour et la questionnant sur les personnes avec qui elle interagissait. Merritt trouvait son comportement étouffant, mais se persuadait que c'était parce qu'il tenait profondément à elle. Sa vie autrefois indépendante et vibrante commença à rétrécir alors qu'elle s'adaptait aux attentes de Smith. Elle ne réalisait pas qu'elle se perdait lentement, son monde tournant progressivement autour d'un homme dont la possessivité commençait à éclipser son charme. C'est par un matin frais que Merritt se réveilla avec une nausée inhabituelle. Au début, elle pensa que c'était un virus passager ou les effets d'une semaine stressante au travail. Mais lorsque la nausée persista, accompagnée de fatigue et de vertige, elle décida de faire un test de grossesse. Debout dans sa salle de bain, fixant les 2 lignes roses qui apparaissaient sur la bandelette, elle sentit un mélange de peur et d'excitation l'envahir. L'idée de devenir mère la ravissait et la terrifiait à la fois. Elle savait qu'avoir un bébé changerait tout, mais elle croyait que cela solidifierait son lien avec Smith et les rapprocherait. Lorsque Merritt annonça la nouvelle à Smith plus tard dans la soirée, sa réaction la surprit. Au début, il sembla sincèrement heureux, la serrant fort dans ses bras et promettant de prendre soin d'elle et de leur enfant à naître. Il parla de leur avenir en tant que famille, de la façon dont ils élèveraient le bébé ensemble et lui offriraient la meilleure vie possible. L'espace d'un instant, Merritt se sentit rassuré d'avoir fait le bon choix en restant avec lui, malgré sa jalousie croissante et ses tendances contrôlantes. Elle s'autorisa à croire que ce bébé serait le tournant de leur relation, l'ancre qui les maintiendrait stables. Mais au fil des semaines, le comportement de Smith changea. Son excitation initiale fit place à la frustration et à des sautes d'humeur. Il commença à blâmer Merritt pour tout, de son stress au travail aux petits désagréments à la maison. Il l'accusa d'essayer de le piéger avec la grossesse, même si elle n'avait pas été planifiée. Merritt fut bouleversé par ces accusations, mais essaya de se concentrer sur le positif, espérant qu'une fois le bébé arrivé, les choses redeviendraient comme au début. Elle ne savait pas encore que l'espoir auquel elle s'accrochait s'effondrerait bientôt sous le poids de la vraie nature de Smith. Merritt était assise à la table de la cuisine un soir, les mains posées doucement sur son ventre arrondi. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, attendant le retour de Smith du travail. Dernièrement, ses absences étaient devenues plus fréquentes, et son attitude autrefois douce semblait s'évaporer de jour en jour. Quand il arriva enfin, son visage était marqué par l'irritation, et il la reconnut à peine. Elle essaya d'engager la conversation, lui demandant comment s'était passée sa journée, mais sa réponse fut sèche et dédaigneuse. « Je peux avoir un moment de paix sans être interrogé » lança-t-il. Les mots la transpercèrent comme des éclats de verre. Ce n'était pas l'homme qui lui avait un jour donné l'impression d'être le centre de son univers. Il était distant, lunatique, et prompt à s'emporter pour les plus petites choses, laissant Merritt marcher sur des œufs dans sa propre maison. Au fil des jours et des semaines, le tempérament de Smith s'aggrava. Ce n'étaient plus seulement ses mots qui blessaient. Il commença à claquer les portes, à jeter des objets à travers la pièce dans des accès de rage, et à blâmer Merritt pour ses crises. Si la maison n'était pas parfaitement propre ou si le dîner n'était pas prêt à l'heure, il s'en prenait à elle, l'accusant d'être paresseuse et ingrate. Merritt était abasourdi par le changement de son comportement, mais s'accrochait à l'espoir que ce n'était qu'une phase. Elle se disait que la pression de devenir père pesait sur lui, et que ses frustrations s'estomperaient une fois le bébé arrivé. Pourtant, au fond d'elle, un sentiment croissant de malaise la rongeait. Les fissures dans leur relation autrefois parfaite devenaient trop grandes pour être ignorées. Une nuit, Smith explosa à cause d'un commentaire anodin de Merritt sur ses habitudes de dépenses.
Tu te plains tout le temps, cria-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. Il l'accusa de lui manquer de respect et d'essayer de contrôler sa vie. Quand elle tenta de se défendre, sa fureur s'intensifia. Il frappa du poing sur la table, faisant sursauter Mérite. Pour la première fois, elle ressentit une peur réelle. Elle se retira dans la chambre cette nuit-là, les larmes coulant sur son visage, et se demanda comment l'homme dont elle était tombée amoureuse était devenu quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Elle pensa à contacter ses parents, mais rejeta rapidement l'idée, craignant leur réaction. Au lieu de cela, elle décida d'endurer, se convainquant que les choses s'amélioreraient avec le temps. Cela commença par de petites choses, des suggestions subtiles que Smith faisait sous couvert d'attention et d'inquiétude. « Penses-tu vraiment qu'elle est une bonne influence » demanda-t-il un soir, en parlant d'une des plus anciennes amies de Mérite, Amaka. « Elle est toujours si négative, et je n'aime pas la façon dont elle parle de notre relation. » Mérite fut déconcertée. Amaka avait toujours été d'un grand soutien, mais les mots de Smith plantèrent une graine de doute dans son esprit. Au cours des semaines suivantes, Smith continua de critiquer ses amis et sa famille, les dépeignant comme envahissants et peu coopératifs. « Ils ne nous comprennent pas », disait-il, en l'enlaçant dans ce qui ressemblait à la fois à du réconfort et à un piège. Lentement, Mérite commença à s'éloigner de ses proches, croyant qu'il était plus important de préserver la paix avec Smith. Le contrôle de Smith sur la vie de Mérite se renforçait de jour en jour. Il commença à surveiller son téléphone, demandant nonchalamment à voir ses messages ou faisant défiler son journal d'appels sous prétexte de curiosité. Au début, Mérite n'y prêta pas beaucoup attention, mais cela devint bientôt un rituel quotidien. Si elle recevait un SMS ou un appel d'un collègue masculin, l'humeur de Smith s'assombrissait instantanément. Il l'accusait de lui cacher des choses, la voix chargée de suspicion. Mérite se retrouvait constamment à s'expliquer et à s'excuser, même lorsqu'elle n'avait rien fait de mal. Elle devint hyper consciente de ses actions, veillant à ne rien faire qui puisse déclencher sa colère. Sa personnalité autrefois brillante commença à s'éteindre, remplacée par une version d'elle-même silencieuse et prudente. L'isolement de Mérite devint complet lorsque Smith la convainquit de désactiver ses comptes de réseaux sociaux. « C'est juste une distraction », lui dit-il, le ton doux mais ferme. « Nous n'avons pas besoin que les opinions d'inconnus affectent notre relation. » À contre-cœur, elle accepta, se coupant ainsi d'une autre source de connexion avec le monde extérieur. Ses journées devinrent un cycle monotone où elle essayait de plaire à Smith et d'éviter les conflits. Ses amis et sa famille lui manquaient, mais elle avait trop honte pour les contacter. Comment expliquer ce qui se passait sans admettre que sa relation apparemment parfaite s'effondrait? Mérite se disait qu'elle faisait des sacrifices pour le bien de son bébé, mais au fond d'elle, elle se sentait prisonnière de sa propre vie. Anderson avait toujours été un homme d'intuition. Des décennies dans l'armée avaient affiné sa capacité à lire les gens, et quelque chose chez Smith ne lui avait jamais plu. Il avait essayé d'ignorer ce sentiment lancinant au creux de son estomac, le mettant sur le compte de la protection naturelle d'un père. Mais lors d'un dîner de famille à la maison, ses inquiétudes grandirent. Mérite était assise tranquillement à table, son entrain habituel atténué. Elle évitait le contact visuel avec Smith, qui dominait la conversation avec des histoires exagérées sur ses entreprises. Anderson remarqua la façon dont la main de Smith se resserrait parfois sur l'épaule de Mérite, un geste qui semblait plus possessif qu'affectueux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Anderson commença à poser à Smith des questions pointues. « Quels sont vos plans à long terme pour le bébé » demanda-t-il, le ton désinvolte mais ferme. La réponse de Smith fut vague, remplie d'assurances creuses sur sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. Anderson insista davantage, le questionnant sur son travail et sa stabilité financière. La façade polie de Smith commença à se fissurer sous cet examen, et il répondit sur la défensive, prétendant qu'Anderson était trop critique. « Je fais de mon mieux pour construire un avenir pour votre fille », lança Smith, la voix teintée d'irritation. Mérite intervint rapidement, tentant d'apaiser la tension, mais les soupçons d'Anderson ne firent que s'accentuer. Après le dîner, Anderson prit Esther à part. « Quelque chose ne va pas », dit-il à voix basse. Mérite n'est pas elle-même, et Smith. Je ne lui fais pas confiance. Esther essaya de le rassurer, suggérant que Mérite s'adaptait peut-être simplement aux exigences de sa relation et de sa grossesse. Mais Anderson ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus que cela. Cette nuit-là, il décida de garder un œil plus attentif sur Smith. Sans qu'il le sache, le masque de Smith commençait déjà à glisser, et ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate.
C'est arrivé un jour que Mérite n'oublierait jamais. Elle avait passé tout l'après-midi à ranger la maison et à préparer le repas préféré de Smith, espérant lui faire plaisir après quelques semaines tendues. Lorsque Smith franchit la porte, son visage était déjà assombri par l'irritation. Il ne répondit pas à son salut joyeux ni à l'arôme chaud du dîner qui flottait dans la maison. Au lieu de cela, il laissa tomber sa mallette sur le sol et se plaignit de sa longue journée, reprochant à Mérite de ne pas lui offrir un verre assez rapidement. Mérite, ravalant sa frustration croissante, lui rappela calmement qu'elle aussi avait travaillé dur toute la journée. Son ton, bien que doux, mit Smith hors de lui. Sans avertissement, sa main jaillit, la frappant au visage. La force de la gifle la fit trébucher, sa joue piquant sous l'impact. Mérite se figea, incrédule, son cœur battant à tout rompre alors que les larmes lui montaient aux yeux. Le visage de Smith se tordit de colère, mais presque immédiatement, son expression s'adoucit en remords. « Je suis désolé » marmonna-t-il en s'approchant d'elle. « Je ne voulais pas faire ça. C'est juste que... Tu m'as tellement mis en colère. » Ces mots lui semblèrent comme des couteaux lui transperçant la poitrine. Mérite voulait crier, lui demander pourquoi il l'avait blessée, mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le regarder fixement, le corps tremblant. Elle ne reconnaissait pas cet homme, celui qui lui avait un jour donné l'impression qu'elle était son monde entier. Ses excuses vinrent avec des promesses. Il jura que cela n'arriverait plus jamais, qu'il était juste stressé. Contre toute raison, Mérite hocha la tête, engourdie, choisissant de le croire car l'alternative que c'était sa vraie nature était trop terrifiante à accepter. Cette nuit-là, Mérite resta éveillée dans son lit, fixant le plafond, les larmes coulant sur son visage. La douleur physique n'était rien comparée à la trahison émotionnelle qu'elle ressentait. Elle hésita à appeler ses parents, en particulier son père, mais la peur la maintint silencieuse. Anderson avait toujours été protecteur, et elle savait qu'il débarquerait chez eux s'il apprenait ce que Smith avait fait. Mais Mérite ne pouvait supporter l'idée que tout le monde découvre que sa relation parfaite s'effondrait. Elle se persuada que c'était un incident isolé, une erreur née du stress, et pria pour que demain soit différent. Elle s'accrochait désespérément à l'espoir que Smith changerait, même si les bleus sur son visage racontaient une autre histoire. Les jours qui suivirent l'explosion de Smith furent remplis d'un silence tendu et malaisé. Il essaya de se faire pardonner, couvrant Mérite d'excuses et de cadeaux. Il ramena des fleurs, prépara le dîner pour la première fois depuis des mois, et lui acheta même un collier, disant que c'était pour lui montrer à quel point il l'appréciait. Mérite accepta les gestes mais resta méfiante. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir et voyait la légère échymose sur sa joue, elle se souvenait de la violence dont il était capable. Pourtant, elle ne savait pas comment se libérer. Elle se disait qu'il était de son devoir de rester, non seulement pour le bien de leur enfant à naître, mais aussi parce qu'elle s'accrochait encore au souvenir de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mérite commença à se retirer des quelques personnes encore proches d'elle. Quand sa mère l'appelait pour prendre de ses nouvelles, Mérite gardait la conversation brève, prétextant être occupée ou fatiguée. Elle évitait les appels vidéo, terrifiée à l'idée qu'Esther puisse remarquer l'échymose que le maquillage ne parvenait pas à dissimuler totalement. Au travail, elle gardait la tête baissée, évitant les questions sur sa vie personnelle. Ses collègues remarquèrent son attitude réservée mais hésitèrent à insister, supposant qu'elle était submergée par la grossesse. L'isolement de Mérite s'approfondit alors qu'elle tentait de gérer seule ses émotions, luttant contre la culpabilité, la peur et un sentiment écrasant d'échec. Elle se disait que si elle pouvait juste endurer les moments difficiles, Smith redeviendrait peut-être le partenaire aimant qu'il avait été. Chaque nuit, allongée dans son lit, Mérite remettait en question ses choix. Devait-elle rester et essayer de réparer ce qui était cassé? Ou devait-elle partir et risquer le jugement et la stigmatisation d'être une mère célibataire enceinte? Le poids de son silence était suffocant, mais la peur la maintenait enracinée. Elle était terrifiée par ce que Smith might do if she tried to live, and equally afraid of what her parents, especially her father, might say if they found out the truth. Le cœur de Mérite souffrait de savoir qu'elle méritait mieux, mais son esprit était consumé par les doutes. Elle se disait que cela signifierait abandonner sa famille avant même qu'elle n'ait commencé. Esther était assise dans le salon, tricotant distraitement alors que ses pensées dérivaient vers Mérite. Elle avait toujours été proche de sa fille, et le changement soudain de comportement de Mérite n'était pas passé inaperçu. La Mérite autrefois joyeuse et bavarde semblait maintenant retirée et distante, ses appels téléphoniques précipités et dépourvus de la chaleur qu'ils avaient autrefois. Esther avait essayé de mettre cela sur le compte du stress lié à la grossesse, mais son instinct lui disait qu'il y avait plus que cela.
Elle se souvenait de la dernière fois qu'elle avait vu Mérite en personne, notant la façon dont sa fille évitait le contact visuel et rajustait constamment l'écharpe autour de son cou, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Le malaise d'Esther grandissait de jour en jour, et elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Un soir, Esther fit part de ses inquiétudes à Anderson. Elle n'est pas elle-même, dit-elle, la voix tremblante. Je sais que la grossesse peut être difficile, mais là, c'est différent. Elle nous évite, Anderson. Anderson, qui s'était toujours targué de pouvoir lire les gens, hocha la tête pensivement. Je l'ai remarqué aussi, admit-il. Et Smith, il y a quelque chose chez lui auquel je ne fais pas confiance. Il est trop parfait, trop prudent avec ses mots. Les instincts militaires d'Anderson s'éveillaient, et il ressentait un besoin croissant de protéger sa fille. Mais sans preuve concrète, il hésitait à agir, ne voulant pas tendre sa relation avec Mérite. Pourtant, l'inquiétude dans les yeux d'Esther suffit à le convaincre de surveiller la situation de plus près. Esther décida d'appeler Mérite le lendemain, déterminée à faire parler sa fille. Quand Mérite répondit, sa voix semblait tendue, et elle paraissait distraite. Esther insista doucement, lui demandant comment elle se sentait, et si tout allait bien. Mérite éluda les questions, insistant sur le fait qu'elle était juste fatiguée par le travail. Mais plus Esther écoutait, plus elle était certaine que sa fille cachait quelque chose. Après l'appel, Esther resta assise en silence, le cœur lourd d'inquiétude. Elle décida de rendre visite à Mérite à l'improviste, sachant que parfois l'intuition d'une mère était la seule chose qui se dressait entre l'amour et le désastre. La vie de Mérite s'effilochait plus vite qu'elle ne pouvait le supporter. Les sautes d'humeur de Smith étaient devenues dangereusement imprévisibles, et son tempérament s'enflammait à la moindre provocation. Un soir, Mérite renversa accidentellement un verre d'eau sur la table basse. Ce qui aurait dû être une erreur insignifiante se transforma en une confrontation éprouvante. Smith explosa de colère, sa voix tonnant alors qu'il la réprimandait pour sa négligence. « Tu ne peux même pas gérer une tâche simple, » cria-t-il, les yeux fous de fureur. Avant que Mérite ne puisse répondre, il lui attrapa violemment le bras, la force laissant une ecchymose qui mettrait des jours à s'estomper. Le souffle de Mérite se coupa alors qu'elle le regardait, réalisant que ses excuses et ses promesses ne signifiaient rien. Chaque épisode violent ne faisait qu'empirer, et elle était à court d'excuses pour justifier son comportement. L'agression de Smith ne se limitait pas aux explosions physiques. Il commença à manipuler Mérite émotionnellement, plantant des graines de doute dans son esprit sur sa valeur et ses capacités. Il dénigrait sa carrière, la qualifiant d'insignifiante, et lui rappelait fréquemment qu'elle ne serait rien sans lui. « Qui d'autre te supporterait » ricana-t-il lors d'une dispute, ses mots coupant plus profondément que n'importe quel coup physique. Mérite, déjà fragilisée par des mois d'abus, commença à croire ses mensonges. Elle se mit à douter de son propre jugement et de ses capacités. La femme vibrante et confiante qu'elle avait été n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Sa grossesse, qui aurait dû être une source de joie, devint un lourd fardeau qu'elle portait seule, car Smith n'offrait aucun soutien ni réconfort. Malgré tout, Mérite s'accrochait à l'espoir que Smith changerait. Elle se persuadait que ces tendances violentes provenaient du stress de la paternité imminente et de la pression financière. Elle essayait d'anticiper ses besoins, faisant tout son possible pour éviter de déclencher sa colère. Pourtant, rien de ce qu'elle faisait ne semblait le satisfaire. Ses exigences devenaient plus déraisonnables, son tempérament plus volatile. Mérite vivait dans une peur constante, ses nerfs à vif. Chaque son, chaque mouvement dans la maison ressemblait à une menace potentielle. Elle savait qu'elle se perdait, mais elle ne savait pas comment se libérer. Les murs de sa vie se refermaient sur elle, et chaque jour qui passait, l'emprise de Smith se resserrait comme un nœud coulant autour de son cou. L'isolement de Mérite atteignit son paroxysme lorsqu'elle commença à sauter les réunions de famille pour éviter les questions inconfortables. Elle disait à ses parents qu'elle ne se sentait pas bien ou que le travail la retenait, mais la vérité était bien plus sinistre. Son visage portait les légères traces d'ecchymose, et son esprit était trop brisé pour supporter la chaleur et l'inquiétude de sa famille. Esther, cependant, n'était pas facile à duper. Elle remarqua la tendance et confia ses inquiétudes à Anderson, qui devenait de jour en jour plus méfiant. Déterminé à protéger leur fille, Anderson chargea discrètement un contact militaire de confiance de garder un œil sur Mérite. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais avait besoin de preuves avant d'agir. Il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que la vie de sa fille s'effondrait sous ses yeux. Pendant ce temps, Mérite se retrouvait piégée dans une toile de mensonges et de peur.
Le contrôle de Smith s'étendait au-delà du physique. Il surveillait désormais chacun de ses mouvements. Il exigeait de savoir où elle était à tout moment, et l'appelait sans cesse si elle avait ne serait-ce qu'une minute de retard en rentrant à la maison. Le téléphone de Merritt devint une source d'anxiété. Sa sonnerie lui rappelait les chaînes qui la liaient. Elle commença à éviter ses collègues, craignant que la jalousie de Smith ne devienne incontrôlable si elle mentionnait ne serait-ce que le nom d'un collègue masculin. Son monde devenait de plus en plus petit, confiné aux murs de sa maison et à la présence oppressante de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Malgré son isolement, l'instinct de Merritt pour protéger son enfant Annette restait fort. Elle savait qu'elle ne pourrait pas supporter la colère de Smith éternellement, mais l'idée de le quitter la terrifiait. Où irait-elle? Comment expliquerait-elle tout à ses parents? La honte et la peur la paralysaient, alors même que sa situation devenait de plus en plus insupportable. Chaque jour ressemblait à une bataille pour la survie, et Merritt s'accrochait au faible espoir que quelqu'un, n'importe qui, remarquerait sa douleur et viendrait à son secours. Elle était loin de se douter que son père était déjà en train de reconstituer la vérité, et que la tempête qui allait tout changer se profilait à l'horizon. Le point de rupture arriva une nuit qui avait commencé comme toutes les autres. Smith rentra tard, l'odeur d'alcool imprégnant ses vêtements. Merritt avait appris à marcher prudemment dans ces moments-là, sachant que son tempérament était encore plus volatile quand il avait bu. Elle le salua doucement et évita le contact visuel, espérant désamorcer la colère qu'il transportait avec lui. Mais Smith n'était pas d'humeur pacifique. Il l'accusa d'être ingrate, de ne pas apprécier les sacrifices qu'il faisait pour elle et leur enfant à naître. Merritt, fatigué et émotionnellement épuisé, finit par craquer. Des sacrifices, dit-elle, la voix tremblante. Ces mots agirent comme de l'huile sur un feu qui couvait toute la soirée. La réaction de Smith fut immédiate et violente. Il se jeta sur elle, ses poings frappant ses bras et son dos alors qu'elle essayait de se protéger. La douleur était atroce, mais c'était la terreur dans ses yeux qui la secoua jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle hurla pour qu'il arrête, mais ses cris ne semblèrent que l'enrager davantage. Un voisin, entendant le vacarme, frappa à la porte et menaça d'appeler la police. Surpris, Smith s'arrêta enfin, respirant lourdement alors qu'il fixait Merritt. Elle gisait recroquevillée sur le sol, le corps endolori et l'esprit brisé. À cet instant, Merritt sut qu'elle ne pouvait plus rester, si ce n'était pour elle-même, du moins pour la sécurité de son enfant. Le voisin appela une ambulance, et Merritt fut transportée d'urgence à l'hôpital. Alors que les ambulanciers s'efforçaient de la stabiliser, elle entrait et sortait de la conscience, le poids de sa situation l'écrasant. Pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer une vie sans Smith, une vie où elle et son bébé pourraient être en sécurité. Quand elle arriva à l'hôpital, les médecins lui assurèrent que son enfant à naître était indemne, mais ils l'avertirent que le stress continu et les traumatismes physiques pourraient avoir des conséquences dévastatrices. Merritt savait que le temps des excuses et du déni était révolu. Elle devrait affronter la vérité qu'elle avait évitée si longtemps, même si cela signifiait exposer ses plus sombres secrets à ses parents. Les lumières fluorescentes de la chambre d'hôpital vacillaient doucement lorsque Merritt ouvrit les yeux, son corps endolori par l'agression qu'elle avait subie. Elle cligna des yeux face à la luminosité crue, son esprit engourdi alors qu'elle essayait de reconstituer les événements qui l'avaient amenée ici. Une infirmière se tenait à proximité, ajustant la perfusion attachée à son bras. « Vous êtes réveillé ?» dit doucement l'infirmière, la voix remplie d'inquiétude. « Vous avez traversé beaucoup de choses, mais votre bébé va bien. » Merritt sentit une vague de soulagement l'envahir, mais elle fut rapidement remplacée par le poids écrasant de la réalité. Son corps portait les marques de la violence de Smith, mais c'était son cœur qui se sentait vraiment brisé. Elle tourna la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage. L'infirmière lui serra la main. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-elle doucement, mais Merritt ne pouvait se défaire de la peur qui lui collait à la peau. Le médecin entra peu après, un dossier à la main et une expression grave sur le visage. Il expliqua l'étendue des blessures de Merritt, des côtes fêlées, une légère commotion cérébrale et un grave traumatisme émotionnel. Sa voix était calme mais ferme lorsqu'il s'adressa à elle. « Vous devez éviter le stress et toute nouvelle blessure physique, » prévint-il. « Ce n'est pas seulement votre santé qui est en jeu, la sécurité de votre bébé en dépend. » Merritt hocha la tête, engourdie, ses pensées s'emballant. Elle avait passé des mois à se convaincre que le comportement de Smith changerait, mais il était maintenant clair que rester avec lui ne mènerait qu'à plus de douleur et à des dommages potentiellement irréversibles. Pour la première fois, elle s'autorisa à envisager la possibilité de le quitter pour de bon. Pourtant,
l'idée d'affronter le monde seul avec un enfant à charge lui semblait incroyablement intimidante. Au fil des heures, Merritt resta allongé dans son lit d'hôpital, rejouant les événements des derniers mois dans son esprit. Chaque souvenir était comme un coup de poignard dans sa poitrine, un rappel de la distance qui la séparait de la vie qu'elle avait autrefois imaginée. Elle pensa à ses parents, au comportement sévère mais aimant de son père, et au toucher doux de sa mère. Que dirait-il s'il savait la vérité? La honte et la peur la maintenaient silencieuse, alors même qu'elle aspirait à leur réconfort. Le son de l'interphone de l'hôpital résonnait au loin, et pendant un instant, Merritt se sentit complètement et totalement seule. Mais au fond d'elle, une étincelle de détermination commença à grandir. Elle ne pouvait pas laisser les actions de Smith définir son avenir. Pour le bien de son bébé, elle trouverait la force de se battre. Anderson était un homme d'action, pas de patience. Quand Esther l'appela pour lui dire que Merritt était à l'hôpital, son cœur se serra. Elle avait été vague au téléphone, disant seulement que Merritt s'était effondré et avait besoin de leur soutien. L'esprit d'Anderson s'emballa pendant qu'il conduisait vers l'hôpital, sa formation militaire le rendant hyper conscient de tous les pires scénarios. Quand il arriva, Esther était déjà dans la salle d'attente, le visage pâle d'inquiétude. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, la voix vive mais teintée de peur. Esther secoua la tête, incapable de répondre. « Elle n'a pas dit grand-chose » répondit-elle. Le médecin a dit qu'elle était blessée, mais ils n'ont pas donné de détails. Anderson serra les poings, sa mâchoire se crispant. Quelque chose là-dedans ne lui plaisait pas, et il était déterminé à aller au fond des choses. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre d'hôpital de Merritt, les yeux perçants d'Anderson remarquèrent immédiatement les ecchymoses sur ses bras et l'épuisement gravé sur son visage. « Merritt, dit-il, la voix basse mais ferme. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. » Merritt détourna le regard, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne trouvait pas les mots, sa gorge se serrant alors que la honte et la peur menaçaient de l'étouffer. Esther s'assit à côté d'elle, lui caressant doucement les cheveux. « Ça va, ma chérie » murmura-t-elle. « Tu peux nous le dire. » Pendant un moment, la pièce fut silencieuse, le poids des vérités non dites pesant sur eux tous. Finalement, Merritt s'effondra, ses sanglots secouant son corps alors qu'elle avouait tout. Les abus de Smith, la peur avec laquelle elle avait vécu, et la nuit qui l'avait conduite à l'hôpital. Anderson écouta en silence, abasourdi, ses mains agrippant le bord du lit d'hôpital si fort que ses jointures blanchirent. Alors que les mots de Merritt sortaient, sa colère grandissait, bouillonnant juste sous la surface. Comment avait-il pu manquer les signes? Comment avait-il permis à cet homme de blesser sa fille? Quand Merritt eut terminé, Anderson se leva brusquement, son visage un masque de fureur froide. « Il paiera pour ça, dit-il, la voix d'acier est déterminée. Personne ne lève la main sur ma fille et ne s'en tire indemne. » Esther tendit la main pour le calmer, mais rien ne pouvait arrêter la tempête qui avait été déchaînée. Anderson était un homme de principe, et il ne connaîtrait pas de repos tant que Smith n'aurait pas fait face à toutes les conséquences de ses actes. Smith arriva à l'hôpital le lendemain, son expression soigneusement composée alors qu'il entrait dans la salle d'attente. Il portait un bouquet de fleurs, un geste qui semblait creux à la lumière de ses actions. Anderson et Esther étaient assis à proximité, leur présence formant un mur de jugement silencieux. Smith les salua avec une politesse forcée, son ton dégoulinant d'une inquiétude feinte. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, ses yeux passant de l'un à l'autre. Anderson ne répondit pas immédiatement, son regard froid fixé sur Smith comme un prédateur évaluant sa proie. Finalement, il parla, sa voix basse et contrôlée. « Elle est en vie, pas grâce à vous. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un défi, mais Smith refusa de le relever. Au lieu de cela, il offrit un faible sourire. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Anderson se leva, sa silhouette imposante dominant Smith. « Il n'y a pas de malentendu, dit-il, la voix chargée d'une menace tranquille. Je sais ce que tu as fait à ma fille. » Le sourire de Smith vacilla, mais il reprit rapidement contenance. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous ne savez rien de notre relation. Merritt et moi avons eu un désaccord, c'est tout. » La mâchoire d'Anderson se serra, et il fit un pas de plus, sa discipline militaire contenant à peine sa rage. « Un désaccord » répéta-t-il, la voix d'un calme mortel. « Vous appelez ça un désaccord, de lever la main sur ma fille enceinte ?» Smith ouvrit la bouche pour répondre, mais Anderson le coupa. « Peu importe les excuses que vous avez. Vous êtes fini, vous m'entendez ?
Fini. L'arrogance de Smith, cependant, refusa de faiblir. Il se redressa et soutint le regard d'Anderson avec défi. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, c'est entre Merritt et moi. J'apprécie votre inquiétude, mais vous dépassez les bornes. Les lèvres d'Anderson se retroussèrent en un sourire sans joie. Dépasser les bornes. Fils, tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. La tension dans la pièce était palpable, l'air épais de menaces tacites. La confiance de Smith commença à se fissurer alors qu'Anderson se penchait, sa voix tombant dans un murmure. Tu penses que tu peux t'en tirer comme ça? Laisse-moi être clair, je ferai en sorte que tu regrettes chaque instant où tu as blessé ma fille. Smith déglutit difficilement, le poids des mots d'Anderson s'abattant sur lui. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait peut-être sous-estimé l'homme qui se tenait devant lui. Anderson quitta l'hôpital avec une tempête brassant en lui. L'homme qu'il avait confronté n'était pas seulement violent, mais suffisamment arrogant pour croire qu'il pouvait se sortir de ses responsabilités par la manipulation. Les instincts militaires d'Anderson, aiguisés par des décennies de discipline et de stratégie, passèrent à la vitesse supérieure. Il savait que ce n'était pas un combat qui pouvait être gagné uniquement par les poings ou les menaces. Il avait besoin d'un plan, d'une approche méthodique et calculée pour s'assurer que Smith réponde de ses actes devant la justice. Ce soir-là, Anderson se retira dans son bureau, une pièce remplie de médailles, de cartes et de souvenirs de batailles menées et gagnées. Mais cette bataille était personnelle. Il contacta son réseau, des hommes et des femmes de confiance de ses années de service, et commença à recueillir des informations sur Smith. Au fil des heures puis des jours, Anderson découvrit plus que ce à quoi il s'attendait. L'image soigneusement entretenue par Smith d'un homme travailleur et prospère n'était qu'une façade. En dessous se cachait une traînée de dettes impayées, d'entreprises en faillite et d'associés douteux. Anderson découvrit que Smith avait un passif de relations manipulatrices, bien qu'aucune n'ait dégénéré au niveau de violence qu'il avait infligé à Merritt. Plus Anderson creusait, plus il devenait clair que Smith n'était pas seulement un danger pour Merritt, mais pour quiconque croisait son chemin. Armé de ces informations, Anderson commença à monter un dossier, documentant méticuleusement chaque élément de preuve. Il ne se préparait pas seulement à affronter à nouveau Smith, il se préparait à le démanteler entièrement. Pendant ce temps, Anderson impliqua Esther dans ses plans, partageant ce qu'il avait découvert. Elle fut horrifiée par l'étendue de la tromperie de Smith, et profondément honteuse que leur fille ait enduré de telles souffrances seule. Ensemble, ils convinrent d'aborder Merritt avec précaution. Ils savaient qu'elle était encore fragile et craintive, mais ils savaient aussi qu'elle devait comprendre toute l'étendue du caractère de Smith. Ils ne pouvaient pas la laisser croire qu'il changerait un jour. Le plan d'Anderson ne concernait pas seulement la justice, il s'agissait de protéger sa fille et de s'assurer qu'elle ne se sente plus jamais impuissante. Les jours de Merritt à l'hôpital furent un tourbillon d'émotions et d'examens médicaux. Physiquement, elle guérissait, mais les cicatrices émotionnelles étaient bien plus profondes. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Smith rempli de rage, ou entendait ses mots tranchants résonner dans son esprit. Le personnel de l'hôpital, compatissant et professionnel, lui suggéra gentiment de parler à un conseiller. Au début, Merritt hésita, ne sachant pas si elle était prête à déballer le traumatisme qu'elle avait enduré. Mais après une nuit blanche remplie de cauchemars, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas avancer sans affronter sa douleur. À contre-cœur, elle accepta de rencontrer une thérapeute, une femme aimable nommée Dr Adebayo, qui avait une présence apaisante et une oreille patiente. Leur première séance fut difficile. Merritt luttait pour trouver les mots pour décrire ce qu'elle avait vécu. La honte lui collait à la peau comme une ombre, la faisant se sentir petite et insignifiante. « Je ne sais pas comment j'ai laissé les choses en arriver là », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Le docteur Adebayo écouta sans jugement, rappelant doucement à Merritt que l'abus n'est jamais la faute de la victime. « Vous n'êtes pas faible, dit-elle fermement. Vous avez survécu. Cela demande de la force. » Ces mots, simples mais profonds, plantèrent une petite graine d'espoir dans le cœur de Merritt. Au cours des séances suivantes, elle commença à s'ouvrir davantage, partageant les détails de la cruauté de Smith et la peur qu'il avait maintenue silencieuse si longtemps. Chaque fois qu'elle parlait, elle se sentait un peu plus légère, comme si le poids de ses expériences était enfin levé. Pendant sa convalescence, Anderson et Esther devinrent ses piliers. Anderson, bien que brûlant toujours de colère, adoucit son approche en parlant à Merritt. Il l'encouragea à se concentrer sur sa guérison, lui assurant qu'il s'occuperait de Smith. Esther, toujours attentionnée,
passait des heures à son chevet, lui tenant la main et lui rappelant l'amour qui l'entourait. Lentement, Merritt commença à entrevoir un chemin vers l'avenir. Elle réalisa que sa survie n'était pas seulement pour son propre bien, mais pour celui de son bébé, qui méritait une vie exempte de peur et de violence. Bien que la route à venir soit incertaine, Merritt décida de reconstruire sa vie, un pas à la fois. Pendant que Merritt se concentrait sur sa guérison, Anderson travaillait sans relâche pour traduire Smith en justice. Il contacta un ami de confiance dans les forces de l'ordre, le colonel Mensah, qui était passé de l'armée à la police. Anderson partagea tout ce qu'il avait découvert sur Smith, des abus documentés à ses crimes financiers et ses transactions louches. Mensah, un homme qui respectait profondément Anderson, accepta de l'aider. Ensemble, ils conçurent une stratégie pour s'assurer que Smith ne puisse pas passer entre les mailles du système judiciaire. Il ne s'agira pas seulement de l'arrêter, dit Mensah. Nous avons besoin de preuves irréfutables, du genre qui ne laissent aucune place à la manipulation ou à l'évasion. Anderson hocha la tête, la mâchoire serrée par la détermination. Il n'était pas homme à laisser des batailles à moitié menées. Leur plan commença par la surveillance. Les relations militaires d'Anderson donnaient accès à des ressources dont la personne moyenne ne pouvait que rêver. Les mouvements de Smith étaient suivis, ses conversations discrètement enregistrées, et ses transactions financières examinées à la loupe. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne découvre des preuves encore plus accablantes, pratiques commerciales frauduleuses, dettes de jeu et associations avec des criminels connus. Chaque élément de preuve était comme une pièce de puzzle qui se mettait en place, brossant le portrait d'un homme qui prospérait sur la tromperie et l'exploitation. La fureur d'Anderson grandissait à chaque découverte, mais il canalisait sa colère en action. Il ne s'agissait pas seulement de venger Merritt, il s'agissait de s'assurer que Smith ne puisse plus jamais blesser personne. La dernière étape du plan d'Anderson était de confronter Smith d'une manière qui ne laisserait aucun doute sur ses intentions. Il s'arrangea pour que Mensah et une équipe d'officiers interceptent Smith dans l'un de ses repères habituels, un bar louche où il menait souvent ses affaires douteuses. Alors que Smith entrait dans le bar, ignorant le piège qui l'attendait, Anderson se tenait à l'extérieur, sa silhouette imposante se découpant sur les lampadaires. « Ça se termine ce soir », murmura Anderson, la voix basse mais résolue. Il savait que la justice était à portée de main, et il ne reculerait devant rien pour protéger sa fille et lui rendre son sentiment de sécurité. Le bar était faiblement éclairé, rempli d'alcool bon marché et de désespoir. Smith était dans son élément, assis à une table d'angle avec un verre à la main. Il parlait avec animation à un associé, ignorant les yeux qui l'observaient. Dehors, Anderson se tenait aux côtés du colonel Mensah, le visage un masque de fureur contenu. Le plan était établi, Mensah et son équipe s'occuperaient de l'arrestation pendant qu'Anderson observerait, s'assurant que la justice soit rendue sans interférence. Malgré son désir de confronter Smith directement, Anderson savait que la loi devait suivre son cours. Il ne pouvait permettre à sa colère de compromettre l'opération. Alors que les officiers entraient, le cœur d'Anderson battait dans sa poitrine, un mélange d'anticipation et de satisfaction alimentant sa résolution. Au moment où les officiers entrèrent dans le bar, l'atmosphère changea. Les conversations cessèrent et tous les yeux se tournèrent vers les hommes en uniforme. L'expression de Smith passa de la confusion à l'indignation alors qu'il s'approchait de sa table. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il, la voix teintée d'arrogance. Lorsque les officiers présentèrent un mandat d'arrêt contre lui, énumérant des accusations d'agression, de fraude et d'autres activités criminelles, la bravade de Smith vacilla. « C'est une erreur » balbutia-t-il, tentant de se lever de sa chaise. Les officiers le maîtrisèrent avec une efficacité professionnelle, leur calme contrastant avec la panique croissante de Smith. Alors qu'il l'escortait hors du bar, Anderson s'avança, sa présence imposante impossible à ignorer. Leurs regards se croisèrent et, pour la première fois, Smith parut véritablement effrayé. Alors que Smith était placé à l'arrière d'un véhicule de police, Anderson parla d'un ton bas et délibéré. « Tu pensais pouvoir blesser ma fille et t'en tirer. Tu avais tort. » Les protestations de Smith furent étouffées par le son de la portière de la voiture qui claquait. Anderson resta sur le trottoir, regardant le véhicule disparaître dans la nuit. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une certaine mesure de soulagement. La bataille était loin d'être terminée, mais c'était une victoire, un pas de plus pour s'assurer que Merritt puisse reconstruire sa vie sans que l'ombre de Smith ne plane sur elle. Merritt était assise dans le salon de la maison de ses parents, les mains enroulées autour d'une tasse de thé. La chaleur de la pièce et l'arôme apaisant du thé contrastaient vivement avec le tumulte en elle. Depuis sa sortie de l'hôpital,
elle séjournait chez Anderson et Esther, entourée de leur amour et de leur soutien. Pourtant, le poids de ces expériences pesait sur elle comme un nuage sombre. Elle avait évité les nouvelles de l'arrestation de Smith, incapable d'affronter la réalité de ce qui s'était passé. Mais Anderson, toujours cette présence stable, l'exhorta doucement à affronter le passé. « Tu n'as pas apporté ça seul, dit-il un soir, la voix calme mais ferme. La seule façon d'avancer, c'est d'y faire face. » Merritt hésita, mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Avec une profonde inspiration, elle s'ouvrit à ses parents, racontant les mois d'abus qu'elle avait endurés. Chaque mot semblait être un poids s'enlevant de sa poitrine, même alors que les larmes coulaient sur son visage. Esther lui tenait fermement la main, ses propres larmes coulant en silence. Anderson écoutait attentivement, sa mâchoire se crispant à chaque détail. Quand Merritt eut terminé, la pièce fut silencieuse pendant un long moment. Puis Anderson parla. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » dit-il, la voix remplie à la fois de fierté et de chagrin. « Ce que tu as vécu briserait la plupart des gens, mais tu es toujours debout. » La conversation marqua un tournant pour Merritt. Pour la première fois, elle sentit la possibilité de guérir. Elle commença à se voir non pas comme une victime, mais comme une survivante, quelqu'un capable de reprendre sa vie en main. Avec le soutien indéfectible de ses parents, elle commença à faire de petits pas vers la guérison. Elle revit sa thérapeute, s'ouvrit à ses amis proches, et commença même à écrire ses pensées dans un journal. Chaque étape, aussi petite soit-elle, la rapprochait d'un sentiment de paix. Merritt savait que la route à venir serait longue, mais pour la première fois depuis des mois, elle sentait qu'elle avançait. La nouvelle de l'arrestation de Smith se répandit rapidement, dominant les gros titres locaux et les flux des réseaux sociaux. Les articles détaillaient ses nombreux crimes, brossant un portrait accablant d'un homme qui avait passé des années à manipuler et exploiter les autres pour son profit personnel. Les histoires de sa fraude financière étaient choquantes, mais ce furent les révélations sur les abus infligés à Merritt qui capturèrent vraiment l'attention du public. Les amis et connaissances qui avaient autrefois admiré le charme de Smith se retournèrent maintenant contre lui, exprimant leur indignation face à ses actions. Le nom de Merritt n'était pas mentionné dans les reportages, mais ses proches connaissaient la vérité. Le scandale était une arme à double tranchant, validant sa souffrance, tout en la forçant à affronter la nature publique de son épreuve. Merritt suivit la couverture médiatique avec un mélange d'émotions. D'une part, elle était soulagée que le vrai visage de Smith soit enfin exposé. D'autre part, elle se sentait vulnérable et exposée, même si son identité avait été protégée. Les chuchotements des voisins et des connaissances étaient difficiles à ignorer, et elle se retrouvait souvent à se retirer dans la sécurité de la maison de ses parents. Malgré son inconfort, elle comprenait l'importance que la vérité éclate. La chute de Smith n'était pas seulement sa victoire, but a warning to others who might have fallen victim to his décès. Cette pensée lui apporta une petite mesure de réconfort, alors même qu'elle luttait avec les effets persistants de ses abus. Pendant ce temps, les anciens amis et associés de Smith se bousculaient pour prendre leur distance avec lui. Ses comptes furent gelés, ses actifs saisis, et sa réputation détruite. Ceux qui avaient autrefois chanté ses louanges parlaient maintenant de lui avec dégoût, désireux d'effacer toute association avec lui. Pour Merritt, le scandale public était un rappel du pouvoir de la vérité. Cela n'effaçait pas la douleur qu'elle avait endurée, mais cela marquait le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où elle pouvait enfin commencer à reprendre sa vie. Bien que la route à venir reste incertaine, elle ressentait un sentiment de justice, sachant que Smith était enfin tenu responsable de ses actes. Smith était assis dans sa cellule de prison froide et austère, le poids de sa situation s'abattant enfin sur lui. L'arrogance qu'il portait autrefois comme un bouclier s'était effondrée face aux dures réalités de l'incarcération. L'image soigneusement cultivée qu'il avait passé des années à façonner était maintenant en lambeaux, sa réputation ternie au-delà de toute réparation. Pendant des jours, il rumina en silence, rejouant les moments qui avaient conduit à sa chute. Il se persuada qu'il avait été lésé, s'accrochant à l'illusion qu'il était la victime. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, le désespoir s'installa. Smith commença à écrire des lettres à Merritt, déversant ce qu'il croyait être des excuses sincères. Il implorait son pardon, affirmant qu'il avait changé et blâmant ses actions sur le stress, l'alcool et la pression. Les lettres, bien que longues et verbeuses, puaient la manipulation, une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation où il avait perdu tout pouvoir. Merritt reçut la première lettre un après-midi pluvieux, livrée par le système de correspondance de la prison. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe,
incertaine de ce à quoi s'attendre. Les mots sur la page étaient mêlés de culpabilité et d'apitoiement sur soi, chaque ligne étant une tentative de toucher sa corde sensible. Smith écrivait ses regrets, son prétendu remords, et comment il croyait qu'il pourrait recommencer une fois qu'il serait libéré. La réaction initiale de Merritt fut une vague de colère si forte qu'elle lui coupa le souffle. Comment osait-il demander pardon après tout ce qu'il avait fait? Elle déchira la lettre en deux, sa résolution se durcissant alors qu'elle se jurait de ne plus jamais laisser ces mots la manipuler. Elle refusa de répondre, sachant que toute réponse ne ferait qu'alimenter ses illusions. Les lettres continuèrent d'arriver, chacune plus désespérée que la précédente. Les mots de Smith passèrent des plaidoyers pour le pardon à des menaces voilées, blâmant Merritt pour sa souffrance. « Tu m'as ruiné », lisait-on dans une lettre. « Mais je trouverai un moyen de réparer ça. » Merritt remit les lettres à Anderson, qui les classa comme preuve. Il l'avertit de rester vigilante, tout en lui promettant que Smith ne lui ferait plus jamais de mal. Pour Merritt, les lettres étaient un rappel brutal de l'homme auquel elle avait échappé, un homme qui se nourrissait de contrôle et de manipulation. Elle brûla les morceaux déchirés de la première lettre dans la cheminée, regardant les flammes consumer les mots qui n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Merritt se tenait devant le miroir, son reflet témoignant de la force qu'elle avait découverte en elle. Les ecchymoses sur sa peau s'étaient estompées, mais les cicatrices sur son cœur restaient, servant de rappel des batailles qu'elle avait menées et gagnées. Au cours des derniers mois, elle avait travaillé sans relâche pour reconstruire sa vie, s'appuyant sur la thérapie, sa famille, et la nouvelle résilience qu'elle ne savait pas posséder. Elle avait laissé derrière elle l'ombre de la peur que Smith avait projetée sur elle, la remplaçant par la détermination de créer un avenir meilleur pour elle-même et son enfant à naître. Chaque jour ressemblait à une petite victoire, que ce soit sourire sans hésitation ou redécouvrir son amour pour la peinture, un passe-temps qu'elle avait abandonné pendant ses jours les plus sombres. Avec le soutien indéfectible d'Anderson et d'Esther, Merritt commença à prendre des mesures vers l'indépendance. Elle commença à assister à des cours de préparation à la parentalité, déterminée à se préparer à l'arrivée de son bébé. Elle renoua également avec ses amis, qui l'accueillirent à bras ouverts et sans jugement. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit un sentiment de normalité revenir dans sa vie. Anderson, bien que toujours protecteur, l'encouragea à prendre ses propres décisions, sachant que retrouver son autonomie était crucial pour sa guérison. Esther, toujours attentionnée, remplissait leur maison de chaleur et de réconfort, rappelant à Merritt qu'elle n'était jamais seule. Un après-midi, Merritt visita la petite chambre d'enfant qu'elle avait commencé à aménager dans la maison de ses parents. Elle passa ses doigts sur le bois lisse du berceau et sourit, imaginant le jour où son bébé arriverait enfin. À cet instant, elle réalisa le chemin parcouru. La peur qui la consumait autrefois avait été remplacée par l'espoir, un espoir calme et constant qui murmurait des jours meilleurs à venir. Bien que son voyage soit loin d'être terminé, Merritt n'était plus définie par la douleur de son passé. Elle était plus forte, plus sage, et prête à embrasser le nouveau chapitre de sa vie à bras ouverts. Anderson regardait Merritt depuis l'embrasure de la porte de la chambre d'enfant, son cœur gonflé de fierté et de soulagement. La voir sourire, vraiment sourire, était un spectacle qu'il n'avait pas vu depuis bien trop longtemps. Il entra dans la pièce, ses pas feutrés sur le tapis, et posa une main protectrice sur son épaule. « Tu as fait beaucoup de chemin, Merritt, dit-il, la voix remplie de chaleur. Je suis fier de toi. » Merritt leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de gratitude. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi et maman, » répondit-elle. Anderson secoua la tête, un rare sourire étirant les coins de sa bouche. « C'est toi qui l'as fait. Tu as trouvé ta force. Nous étions juste là pour te rappeler qu'elle était là depuis le début. » Au cours des semaines suivantes, Anderson s'impliqua davantage dans le parcours de guérison de Merritt. Bien que sa carrière militaire l'ait souvent tenu éloigné de la maison, il faisait maintenant un effort conscient pour être présent, non seulement en tant que père, but à pillar of support. Il accompagnait Merritt à ses rendez-vous chez le médecin, posait des questions sur ses séances de thérapie, et proposa même d'assembler le berceau pour la chambre, une tâche qu'il entreprit avec un enthousiasme surprenant. Pour Anderson, c'était sa façon de rattraper le temps qu'il estimait avoir perdu. Il ne pouvait pas effacer la douleur que Merritt avait endurée, mais il pouvait s'assurer que son avenir soit rempli d'amour et de sécurité. Un soir, Anderson et Merritt étaient assis sur le porche, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Le silence entre eux était confortable, rempli d'une compréhension tacite. Anderson rompit finalement le silence, son ton sérieux mais doux. « Merritt, je veux que tu saches quelque chose. » «
Quoi qu'il arrive, tu m'auras toujours. Je serai toujours là pour te protéger, toi et ton enfant. Tu n'as à affronter rien seul. Mérite hocha la tête, son cœur gonflé de gratitude. À cet instant, elle réalisa à quel point son soutien indéfectible comptait pour elle. Anderson n'était pas seulement un protecteur, il était son ancre, la force stable qui l'avait aidé à traverser la tempête. Ensemble, ils restèrent assis en silence, la promesse de jours meilleurs se reflétant dans la lueur chaude du soleil couchant. Le travail de Mérite commença un matin calme, la maison remplie du doux bourdonnement de la vie quotidienne. Elle sentit les premières contractions alors qu'elle était assise dans la chambre d'enfant, pliant de minuscules vêtements qu'elle avait préparés avec amour pour son bébé. Au début, elle écarta la douleur comme une fausse alerte, mais à mesure que les contractions devenaient plus fortes et plus rapprochées, elle sut qu'il était temps. Esther, toujours attentive, remarqua le changement d'expression de Mérite et passa à l'action. Anderson, bien que calme en surface, était clairement en état d'alerte maximale alors qu'il aidait Mérite à monter dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rempli d'un mélange de nervosité et d'excitation, la réalité de ce qui allait se passer s'installant à chaque kilomètre. Dans la salle d'accouchement, Mérite serra fermement la main de sa mère alors que des vagues de douleur la submergeaient. Les heures semblaient interminables, chaque contraction rappelant la vie qu'elle était sur le point de mettre au monde. Anderson attendait avec anxiété dans le couloir, son attitude stoïque habituelle adoucie par la gravité du moment. Pour Mérite, l'expérience fut à la fois épuisante et responsabilisante. À chaque poussée, elle sentait l'aboutissement de son parcours, la peur, la douleur et l'espoir qu'elle avait portés arrivaient tous à leur terme. Quand les pleurs de son bébé remplirent enfin la pièce, des larmes coulèrent sur son visage. L'infirmière plaça le minuscule nourrisson frétillant dans ses bras, et à cet instant, tout le reste s'effaça. Mérite murmura le nom qu'elle avait choisi il y a des mois, sa voix tremblant d'émotion. Esther, dit-elle doucement, donnant à sa fille le nom de la femme qui avait été son roc à travers tout. Alors qu'Anderson entrait dans la pièce pour rencontrer sa petite fille, son expression s'adoucit d'une manière que Mérite avait rarement vue. Il resta silencieux un moment, admirant la vue de Mérite berçant le nouveau-né. « Elle est magnifique, dit-il enfin, la voix épaisse d'émotion. Mérite leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de gratitude. « C'est ma seconde chance, papa, dit-elle. » Anderson hocha la tête, sa main reposant doucement sur son épaule. La pièce était remplie d'un sentiment tranquille de triomphe, une célébration de nouveau départ. Pour la première fois depuis longtemps, Mérite se sentit entière, sa fille étant un symbole d'espoir et de résilience. La salle d'audience était comble, l'air chargé de tension alors que Smith était introduit, menotté et flanqué d'officiers. Il semblait plus petit que dans le souvenir de Mérite, son arrogance remplacée par une expression maussade. Mérite était assise au premier rang, flanquée d'Anderson et d'Esther, sa résolution renforcée par des mois de préparation. Elle avait redouté ce jour mais savait qu'il était nécessaire. Affronter Smith au tribunal n'était pas seulement une question de justice, c'était une question de retrouver sa voix et de se défendre, elle et son enfant. Le procureur exposa les accusations contre Smith avec une précision méticuleuse, brossant un portrait accablant de ses actions. Chaque élément de preuve, des rapports médicaux aux dossiers financiers qu'Anderson avait découverts, fut présenté avec une clarté indéniable. Quand ce fut au tour de Mérite de témoigner, elle sentit son cœur s'emballer alors qu'elle se dirigeait vers la barre. Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle ajustait le microphone. La salle était silencieuse tandis qu'elle racontait son expérience, sa voix stable malgré les émotions qui menaçaient de la submerger. Elle parla des abus physiques et émotionnels, des nuits remplies de peur, et du moment où elle avait réalisé qu'elle devait partir pour le bien de son enfant à naître. Pendant qu'elle parlait, elle jeta un coup d'œil à Smith, qui évitait son regard, son visage dépourvu de la confiance béate qu'il affichait autrefois. Le poids de ces mots remplit la pièce, ne laissant aucun doute sur la douleur qu'il avait causée. Le procès dura des semaines, chaque session dévoilant davantage la tromperie et la cruauté de Smith. Lorsque le verdict fut enfin rendu au coupable sur tous les chefs d'accusation, Mérite sentit une vague de soulagement l'envahir. La peine fut sévère, garantissant que Smith passerait des années derrière les barreaux. Alors que le marteau tombait, signalant la fin du procès, Mérite expira profondément, sa main reposant instinctivement sur celle de sa mère. Anderson se pencha et murmura « C'est fini ». Mérite hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. La justice avait été rendue, et avec elle venait la clôture dont elle avait besoin pour embrasser pleinement sa nouvelle vie. La condamnation de Smith fut un moment de finalité,
l'aboutissement de mois de douleur, de résilience et de détermination. Les mots du juge résonnèrent dans la salle d'audience, décrivant les années que Smith passerait en prison pour ses crimes. Chaque accusation, agression, fraude et harcèlement en fut lu à haute voix, un rappel brutal de l'homme qu'il était vraiment. Pour Merritt, la vue de Smith emmené menotté fut à la fois un soulagement et un moment doux amer. Elle ne ressentait aucun triomphe dans sa chute, seulement un sentiment de justice pour elle-même et sa fille. Les cicatrices qu'il avait laissées dans sa vie mettraient du temps à guérir, mais savoir qu'il ne pourrait plus lui faire de mal lui apporta un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. À l'extérieur du palais de justice, les médias affluèrent, avides d'une déclaration. Anderson, toujours protecteur, protégea Merritt des caméras alors qu'il se dirigeait vers la voiture. De retour à la maison, la famille se réunit dans le salon, le poids de la journée pesant dans l'air. « C'est fait », dit doucement Merritt, sa voix stable mais réfléchie. « Il ne peut plus nous faire de mal. » Anderson hocha la tête, son expression empreinte d'une fierté tranquille. Esther enlaça sa fille, ses yeux remplis de larmes non versées. « Tu as été si forte, » murmura-t-elle, « plus forte que tu ne le sauras jamais. » Alors que les jours se transformaient en semaines, Merritt commença à ressentir le véritable impact de la conclusion du procès. Elle ne sursautait plus au bruit soudain ou ne ressentait plus le poids suffocant de la peur lorsqu'elle quittait la maison. Elle se concentra sur sa fille, déversant son amour et son énergie dans la création d'un environnement sûr et nourrissant. Chaque étape importante, le premier sourire d'Esther, son premier gazouillis ressemblait à une victoire, un témoignage de la vie qu'elles avaient reconquise. Merritt savait que la route à venir comporterait encore des défis, mais elle était prête à les affronter avec la force qu'elle avait découverte en elle. La justice avait été rendue, et avec elle venait la liberté d'avancer, libérée des ombres de son passé. Les semaines qui suivirent la condamnation de Smith marquèrent le début d'une profonde transformation dans la vie de Merritt. Libérée de la peur qui l'avait autrefois paralysée, elle commença à se concentrer sur la reconstruction non seulement de son sentiment de sécurité, mais aussi de son identité. La thérapie devint une pierre angulaire de son parcours, où elle travailla sans relâche pour déballer le traumatisme qu'elle avait enduré. À chaque séance, Merritt pelait les couches de culpabilité, de honte et de peur que Smith lui avait imposées, les remplaçant par de la résilience et de l'autocompassion. Le docteur Adebayo, sa thérapeute, la guida à travers des exercices qui l'aidèrent à reprendre le contrôle de sa vie. « Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé », lui rappelait souvent le docteur Adebayo. Lentement, ces mots commencèrent à prendre racine dans le cœur de Merritt. L'une des étapes les plus importantes de la guérison de Merritt fut d'apprendre à faire à nouveau confiance. Elle commença à renouer avec d'anciens amis, s'ouvrant prudemment sur ses expériences. Au début, il était difficile de partager les détails de ce qu'elle avait vécu, mais le soutien et la compréhension qu'elle reçut furent écrasantes. Ses amis se rallièrent autour d'elle, offrant gentillesse et encouragement sans jugement. Merritt rebâtit également sa vie professionnelle, retournant au travail avec une confiance retrouvée. Elle se jeta dans ses projets, trouvant du réconfort dans la créativité et la concentration que son travail exigeait. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait à nouveau elle-même, non pas la femme effrayée et isolée qu'elle était devenue, mais la personne vibrante et ambitieuse qu'elle avait toujours été. À la maison, Merritt se consacra à l'éducation de sa fille, Esther, qui était devenue la lumière de sa vie. Chaque jour apportait de nouvelles joies et de nouveaux défis, des tétés nocturnes aux minuscules étapes qui remplissaient Merritt de fierté. Anderson et Esther continuaient d'être des piliers de soutien, offrant un environnement aimant et stable à la fois pour Merritt et le bébé Esther. Ensemble, ils créèrent de nouveaux souvenirs, remplaçant lentement ceux, douloureux, qui les avaient hantés si longtemps. Merritt réalisa que la guérison n'était pas linéaire, c'était un processus, un voyage. Mais pour la première fois, elle se sentait équipée pour y faire face, sachant qu'elle avait la force et le soutien nécessaires pour construire une vie remplie d'amour, de croissance et d'espoir. Anderson était assis sur le porche par un après-midi ensoleillé, une tasse de café fumant à la main, tandis qu'il regardait Merritt jouer avec sa fille dans le jardin. Le son du rire de bébé Esther remplissait l'air, une mélodie qui gonflait son cœur de fierté. C'étaient des moments comme ceux-ci qui lui rappelaient le chemin qu'ils avaient parcouru en tant que famille. Il avait toujours été un homme d'action, un homme qui résolvait les problèmes par la stratégie et la force. Mais ce voyage lui avait appris l'importance de la patience, d'être simplement présent pour ceux qu'il aimait. Anderson n'avait jamais imaginé que sa plus grande bataille ne se livrerait pas sur un champ de bataille, mais entre les murs de sa propre famille. Pourtant, voir la force et la résilience de Merritt avait été la victoire la plus gratifiante de sa vie.
Mérite le rejoignit sur le porche, s'installant dans la chaise à côté de lui, avec bébé Esther dans les bras. Elle regarda son père, les yeux remplis de gratitude. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, dit-elle doucement. Anderson secoua la tête, un rare sourire étirant les coins de sa bouche. « C'est toi qui l'as fait, répondit-il fermement. Tu as trouvé ta force. Nous t'avons juste rappelé qu'elle était là depuis le début. » Mérite appuya sa tête contre son épaule, un sentiment de paix l'envahissant. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment en sécurité, sachant que son père serait toujours là pour la protéger. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le jardin, Anderson réfléchit au voyage qui les avait amenés à ce moment. Il pensa aux batailles qu'ils avaient menées, à la douleur qu'ils avaient endurée, et à la guérison qu'ils avaient embrassée. « Tu m'as rendu fier, Mérite, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Pas seulement pour avoir survécu, mais pour t'épanouir. Pour avoir montré à notre famille ce qu'est la vraie force. » Mérite sourit, des larmes brillant dans ses yeux alors qu'elle serrait sa fille contre elle. Ensemble, ils regardèrent le soleil plonger sous l'horizon, la promesse d'un avenir meilleur brillant au loin. Leur histoire n'était pas celle d'une fin parfaite, mais celle de la résilience, de l'amour et du lien indéfectible de la famille. Et pour Anderson, il n'y avait pas de plus grande victoire. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.